Bienvenue dans toutes les France. Après les printemps arabes, c'est l'automne de l'islam politique dans les pays du Maghreb, Tunisie, Libye, Égypte, Syrie. Les craintes des pays occidentaux sont-elles justifiées à l'égard de ces régimes politiques? Élément de réponse avec nos invités. Caroline Fourest, bienvenue dans toutes les France. Vous êtes essayiste, chroniqueuse au Monde et à France Inter. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Votre dernier ouvrage qui a fait grand bruit est coécrit avec Fiametta Wener, un ouvrage consacré à Marine Le Pen, une biographie de Marine Le Pen. Critique. Biographie extrêmement critique, publiée chez Grasset. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. À vos côtés, Ardavan Amir Aslani, vous êtes avocat au barreau de Paris, docteur en droit, spécialiste de droit international, et vous avez écrit La guerre des dieux, géopolitique de la spiritualité, publié aux éditions du Nouveau Monde. Nous allons en parler dans un petit instant. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Christian Macarian, vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express, vous êtes également essayiste et vous avez écrit Le choc Jésus-Mahomet, nouvelle édition aux éditions du CNRS. Exact. Voilà, ça vous fait plaisir. Merci d'être avec nous, Christian Macarian. Et à vos côtés, Faouzia Zouhari, vous êtes écrivaine et vous insistez pour féminiser ce titre. Vous êtes écrivaine et journaliste. Vous collaborez notamment avec l'hebdomadaire Jeune Afrique. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages. On va citer aujourd'hui, en lien avec le thème de l'émission, Ce voile qui déchire la France et La deuxième épouse, publiée aux éditions Ramsay. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ardavan Amir Aslani, vous avez écrit La guerre des dieux, géopolitique de la spiritualité. Est-ce que vous pensez que la religion prend de plus en plus d'importance dans la sphère politique, en tout cas plus qu'auparavant aujourd'hui? La religion a toujours eu de l'importance. Aujourd'hui, il suffit de regarder le monde, de l'ouest à l'est, pour voir que la religion prend une place de plus en plus prépondérante dans l'identification des aspirations nationales de beaucoup de peuples. Oui. Pas simplement les pays musulmans, la Russie orthodoxe, qui n'arrive à s'identifier qu'avec l'Église orthodoxe, la Chine, qui consacre des évêques, qui ramène à l'ordre du jour de nouveau la pensée de Confucius, les églises évangéliques américaines, dans l'Afrique subsaharienne, on a vu l'impact que ça a donné en Côte d'Ivoire, en Madagascar. Le conflit irano-arabe au niveau de l'islam chiite et sunnite, l'émergence des Tea Parties aux États-Unis, l'émergence des born-again Christians aux États-Unis, tout cela traduit que l'irruption du fait religieux aujourd'hui, à l'échelle planétaire, ne manquera pas de jouer un rôle fondamental. En même temps, vous avez cité de nombreux exemples, ils ne sont pas tous au pouvoir. Or, au sud de la Méditerranée. C'est vrai, c'est vrai. Or, au sud de la... rares sont les pays, en fait, musulmans qui ont une théocratie. À la date d'aujourd'hui, la seule théocratie digne de ce nom dans un pays musulman, c'est la théocratie iranienne. Vous avez un autre pays qui a l'islam comme fondement, c'est le Pakistan, la première république islamique qui ait jamais existé. L'Arabie Saoudite? C'est pas exactement une théocratie, c'est un régime qui se veut laïque, qui est l'alliance entre la famille saoud au pouvoir et les défenseurs al-Sheikh de la pensée de Wahhab et de Hanbal. Mais globalement, ce n'est pas un pays qui se veut une théocratie. Mais on tend vers ça. Oui. On tend vers ça globalement. Il suffit de regarder globalement à travers tous les pays arabes, voire même les pays islamiques non arabes, pour voir la place prépondérante que l'islam est en train de prendre au sein de l'échiquier politique. Le Pakistan est un exemple, l'Irak est un autre. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Vous parliez à l'instant de l'Irak, c'était plutôt un régime laïque. Au moment de la dictature, il semblerait que les révolutions, les révoltes des peuples, le fait de faire disparaître les dictatures, fait émerger un islam politique qui semblait sous-jacent, qui était présent sur le terrain, qui constituait une forme d'opposition déjà au pouvoir en place. Je dirais qu'on n'a pas fait disparaître les dictatures. On a fait disparaître quelques dictateurs, mais les dictatures, à mon sens, demeurent. Aujourd'hui, tous ces pays arabes ont quasiment tout testé. Qu'il s'agisse de la laïcité baassiste, inventée d'ailleurs par des chrétiens arabes, en passant par le libéralisme ou le socialisme politique, on a tout essayé, sauf l'islam dans sa version politique. Les pays arabes ont aujourd'hui une dette de gouvernement à l'égard de l'islam. Regardons ce qui se passe dans tous les pays où des mouvements de révolte populaire ont secoué l'assise des gouvernements. Regardons l'Égypte. Quel sera le sort de l'Égypte quand les Égyptiens vont se réveiller
et qu'ils vont constater que le recette de tourisme n'existe plus, que l'argent envoyé par les immigrés égyptiens en Libye n'existe plus, et qu'on a les mêmes ministres, les mêmes militaires au pouvoir, et que c'est le Moubarak qui est parti. Et ils vont forcément choisir... Ils vont choisir ce qu'ils n'ont pas testé. Oui. Je ne dis pas qu'il y a une tendance génétique dans les pays arabes d'aller vers l'islam, mais il y a une tendance à vouloir améliorer leur vie. Et la seule solution qu'ils n'ont pas encore testée, comme régime politique, c'est l'islam. Et l'islam, c'est l'une des rares religions au monde qui considère que c'est une religion de gouvernement. La doctrine islamique considère que le Coran contient des réponses à toutes les questions que l'être humain est à même de se poser. Le mot loi est banni dans la tradition islamique puriste, parce qu'il ne peut y avoir de loi que d'origine divine. Demain, on va voir, à l'occasion des élections parlementaires en Égypte, qui va gagner. Est-ce que les frères musulmans vont prendre la place qui, dans leur esprit, leur revient depuis des décennies, ou est-ce qu'ils vont être battus par cette aspiration libertaire, libre et démocratique de la jeunesse? Je suis disposé malheureusement à parier sur l'avènement d'un islam politique, à mon sens, inéluctable. Ardavan Amir Aslani, merci. L'Égypte, les élections n'ont pas encore eu lieu, mais en tout cas en Tunisie, elles ont bien eu lieu. Et c'est Ennahda qui est aujourd'hui majoritaire, parti islamiste. Comment ce parti a tissé sa toile au sein de la population tunisienne? Reportage. Au cœur de Tunis, l'imposant immeuble qui abrite le siège d'Ennahda, le parti islamiste légalisé quelques jours seulement après la Révolution. Après avoir œuvré pendant 40 années dans la clandestinité, Ennahda affiche ouvertement son idéologie. Nous sommes un parti démocratique qui veut instaurer la démocratie et qui sera le défendeur, un très grand défendeur de tout ce qui est liberté, émancipation de la femme, égalité, justice. Ennahda revendique aussi l'identité arabo-musulmane de la Tunisie. Mais il tient à se démarquer des salafistes qui défendent le retour à l'islam des origines, fondé sur le Coran et la charia. Un exemple, la question du port du voile. La femme a le droit de porter le voile, elle a le droit de ne le pas porter. Personne n'a le droit de la forcer comment elle se porte et qu'est-ce qu'elle porte sur sa tête. Ennahda est aujourd'hui le parti le plus populaire de la Tunisie post-révolution. Pendant plusieurs années, il a tissé sa toile dans des quartiers déshérités du pays, en apportant assistance et aide aux populations. À Djebel Djeloud, une commune très pauvre située à 2 km seulement du centre-ville de Tunis, le parti islamiste a conquis les cœurs. Ennahda, c'est l'avenir, c'est l'espoir des jeunes, du peuple. L'accession d'Ennahda au pouvoir n'enthousiasme pas tous les Tunisiens. Certains, comme cette militante associative qui requiert l'anonymat, expriment de grosses craintes. Et il y avait une citation justement du film qui... Je n'ai pas vu une seule fois un seul pays où les islamistes sont arrivés au pouvoir et où les libertés ont été respectées. Aucun exemple, vous en connaissez? En Iran, ça n'a pas marché, en Algérie, ça n'a pas marché, en Afghanistan, ça n'a pas marché, en Somalie, ça n'a pas marché. Où est-ce que ça a marché? Comme Machir, de nombreux artistes et intellectuels de gauche en Tunisie pensent que le discours des dirigeants d'Ennahda est un discours de circonstance. Pour eux, le parti islamiste tunisien excelle dans l'art du double langage. Pour parler du double langage, nous a rejoint Aleb Bencher. Vous êtes docteur en sciences, présentateur de l'émission Islam sur France 2, également président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Alors, on parle beaucoup de charia. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer ce qu'est la charia? Alors, mon cher Ahmed El-Kaï, les téléspectateurs doivent vous savoir gré de vouloir au moins une fois expliquer un arabisme qui a intégré le vocabulaire français sans qu'on comprenne en gros de quoi s'agit-il au juste. Dans sa première acception, ce vocable veut dire une perspective, une avenue qui donne vers un abreuvoir. Dans sa seconde acception... Ça a donné le mot rue d'ailleurs en arabe, non? Ça a donné lieu, avenue, ouais. Tout simplement. Dans sa seconde acception, il veut dire loi au sens où c'est une avenue balisée qui balise le comportement des hommes.
Et dans son sens stricto sensu, dans son sens le plus neutre, il aurait besoin d'une épithète. Ça ne veut pas dire nécessairement la loi religieuse ou la loi coranique, puisqu'en langue arabe châtiée, on parle de la charia de la jungle, de la charia d'Hammurabi, de la charia de Moïse, de la charia de Napoléon, de la charia positive. Et il se trouve que, comme par hasard, on a accolé un article défini et c'est devenu la charia, c'est-à-dire la loi d'inspiration religieuse. Et même là-dedans, à mon avis, mais là nous n'avons pas beaucoup de temps, il faudrait des colloques ad hoc, même là-dedans, de quoi s'agit-il au juste? D'une jurisprudence, certes, d'inspiration divine à un moment donné de l'histoire, ou s'agit-il d'une construction humaine? Je suis enclin à croire que pour 99%, allez, je laisserai le 1% pour la transcendance, que c'est une compréhension humaine, que c'est une construction humaine à partir d'un texte dit révélé, certes, et qui a donné lieu, et pour cause au niveau de l'interprétation et de la compréhension, plusieurs interprétations. Nous en avons 4 écoles. Personne au monde ne se pose la question pourquoi pas 3, pourquoi pas 5. Ça sous-entend que l'élément humain est là-dedans. On a failli avoir 5 écoles. L'école de l'Aouzaï n'a pas réussi. Et on ne s'est jamais posé la dernière question, et je me tairai là-dessus, c'est que, par exemple, l'école hanbalite, c'est parce que Ahmed ibn Hanbal, mort en 855, a triomphé de ses contradicteurs. Si d'aventure ces contradicteurs avaient eu le dessus, nous aurions eu quelques avis qui sont à l'opposé d'Ahmed ibn Hanbal. Donc loi des écoles, alors pourquoi l'application de cette charia suscite-t-il autant de débats et fait-il peur, notamment de l'autre côté de la Méditerranée? Alors, si on va dans la concision et dans les considérations par trop superficielles, je dirais c'est dû à l'archaïsme, à l'obscurantisme, à la régression tragique de la pensée islamique, à l'absence d'une critique de la norme juridique en contexte islamique. La norme qui est la charia, donc? Oui, enfin la norme, oui. L'absence d'une critique au sens comme on parlerait d'une critique de la raison. C'est l'absence de la critique de la raison juridique en contexte islamique qui fait que beaucoup de nos jours, eu égard à cette régression terrible, eh bien on pense qu'il n'y a pas mieux qu'une législation dite d'inspiration divine parce que Dieu sait mieux que les hommes. Or, la législation doit être une affaire rationnelle. Les craintes sont justifiées, Caroline Forest? Écoutez, si ça voulait dire juste voie qui mène à un abreuvoir, évidemment que non. Tout le monde a soif dans sa vie, il n'y a aucun problème. Mais le souci, et ce n'est pas lié à la nature d'une religion, et ce n'est pas lié à un déterminisme ni à un fatalisme, c'est vraiment lié à une question d'équilibre des pouvoirs dans un pays. C'est que quand une religion est à la source du droit, ceux qui ne pratiquent pas d'une certaine manière ou qui sont d'une autre religion ou qui ne croient pas sont des citoyens de seconde classe. Et il y aura toujours quelqu'un qui vous dira qu'il est le plus puriste des puristes de l'interprétation de cette religion et qui fera la loi sur tout le monde. Alors, mais Caroline Forest, c'était la situation avant les révoltes et les révolutions de ces peuples arabes. La législation était d'inspiration religieuse et la charia, ce qu'on appelle la charia telle que l'a expliqué Raled Benchir, était l'une des sources du droit dans plusieurs pays. Et ce n'était pas des régimes très enviables. Et justement, si on peut reprendre un peu l'évolution historique dont on parlait tout à l'heure, parce que là aussi, il faut lutter contre l'idée qu'il y a comme ça une espèce de fatalité culturelle ou religieuse à ce que les habitants du monde arabe vivent toujours soit sous des dictatures laïques, soit sous des dictatures religieuses. Non, il y a des mouvements historiques, et dont on n'a jamais le temps de parler sur le plateau de télé, hélas, mais disons que déjà au moment de la décolonisation, un certain nombre de gouvernants nationalistes, forcément très nationalistes, ont voulu mettre en place des pouvoirs politiques où ils avaient besoin de certaines marottes pour pouvoir unir le peuple derrière eux. Comme ils n'étaient pas quand même très partisans de la démocratie, ni le FLN algérien, ni d'autres partis, ils ont déjà utilisé l'islam, effectivement, comme moyen de justifier leur pouvoir ad vitam aeternam. Donc, comme ils ont déjà joué avec ça, sans démocratiser. Donc ils ont poussé les gens à croire dans l'islam politique, mais sans démocratiser, sans séculariser, ou très très peu. Ou quand ils sécularisaient, quand on a eu des dictatures laïques, elles sécularisaient, mais elles ne démocratisaient pas. Donc les gens, forcément, avaient envie de prendre le contre-pied. Donc du coup, au bout du compte de cette évolution, qu'est-ce qu'on a? On a forcément, effectivement, des musulmans politiques, c'est-à-dire pas des musulmans tout court, des gens qui mélangent le politique et le religieux, comme les frères musulmans, comme le parti Ennahda. Comme ils ont été pris comme tête de turc de ces régimes, ils apparaissent aujourd'hui comme l'alternative. Donc est-ce que la capacité de jugement des peuples
est un peu dégradé par ce type de raisonnement? Est-ce que le fait qu'une fois qu'il existe les outils démocratiques et que la population choisit cette option, on dit finalement ils choisissent parce qu'il n'y a rien d'autre, parce qu'ils connaissent ces personnes depuis de nombreuses années, parce qu'ils ont agi pendant les dictatures. Oui, et regardez on sait très bien ce qui se passera en Égypte aussi. Et moi, je fais partie de ceux qui ont défendu vivement le départ de Moubarak, la chute de ce régime. Et pourtant, ça fait 10 ans pratiquement maintenant que je travaille sur les frères musulmans. Et pour les connaître de très près, je peux vous dire que je n'envierai pas ceux qui demain les auront au-dessus d'eux au pouvoir. Vraiment pas. Ce sont des gens dangereux. Je vous reparle du choix des peuples. Est-ce que ce choix est-il respectable ou non? Mais alors, en ce moment, on est en train de faire dire tout et n'importe quoi à la démocratie. Évidemment qu'il est respectable. Mais je vais vous donner un autre exemple. Oui. Le 21 avril 2002, quand les Français ont mis Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection, c'était un choix démocratique. Est-ce qu'il était respectable? Moi, je fais partie des gens qui étaient dans la rue pour dire non à Jean-Marie Le Pen, parce que je n'avais pas envie que mon pays soit gouverné par l'extrême droite. Aujourd'hui, en Tunisie, oui, mais peut-être d'autres concitoyens, vous souhaitez qu'il y ait l'extrême droite. Très visiblement. Bien. Visiblement, mais aujourd'hui on est en train d'expliquer aux Tunisiens que parce que leur extrême droite, parce qu'Ennahda c'est l'équivalent du Front National, c'est une extrême droite certes qui a l'air plus soft que les skinheads, que sont les salafistes, ils présentent bien, ils ont des beaux costumes cravates, ils vous disent que tout va aller très très bien, mais ils ont déjà posé des actes qui montrent qu'ils n'ont pas beaucoup de respect pour la liberté d'expression, et leur première mesure, vraiment comme si c'était une priorité en Tunisie, c'est de se battre contre le droit à l'adoption. On va voir ce que ça va donner. Mais déjà, culpabiliser les Tunisiens qui sont inquiets, qui ont envie plutôt de se battre pour l'après. Parce que c'est quoi l'après? C'est peut-être essayer d'avoir un jour une démocratie laïque, y compris au Maghreb. Il faut qu'ils se mobilisent, sinon ça n'arrivera jamais. C'est quoi? C'est pour vous, c'est une majorité? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas, comme vous savez, je suis pas dans les calculs des ambassades comme il y a à Paris, dans les ambassades parisiennes. Non, mais au regard du résultat des élections, ne parlons pas des ambassades. On a des élections et des résultats. Aujourd'hui, 60% des Tunisiens n'ont pas voté pour Ennahda, mais ils ne sont pas tous du même avis. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a aussi des gens d'extrême droite dont ceux qui n'ont pas voté Ennahda. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les ambassades françaises, les gens se disent bon, les islamistes sont ceux qui vont être au pouvoir, c'est avec eux qu'il faut absolument marchander. C'est de la réelle politique. Mais pour les intellectuels démocrates et laïcs dont je fais partie, nous, on parle avec les Tunisiens avec qui on partage des choses, donc on s'en fiche que ce soit la minorité ou la majorité. Fawzia Zouhari, vous êtes tunisienne. Oui, justement. Comment avez-vous réagi au résultat de ces élections? Et pensez-vous qu'Ennahda va provoquer une forme de régression dans les droits acquis par la population tunisienne et surtout par les femmes tunisiennes? Complètement. D'abord, je comprends parfaitement que les gens soient étonnés que le cas tunisien débouche sur l'islamisme. Parce que c'est le vrai coup de théâtre, dans la mesure où, vous vous rappelez, sur ce plateau, on s'était tellement réjouis de cette révolution tunisienne parce qu'elle rompait avec ce qui est de l'ordre du religieux. Elle a changé le sens même du martyr. Elle a coupé et rompu avec le sens très, très musulman, le réflexe de l'allégeance. Elle était d'une modernité extraordinaire. Il n'y avait pas dans la rue de slogans religieux, il n'y avait pas la haine de l'autre. Donc on s'attendait à ce que ce soit la vraie révolte tunisienne. La Tunisie, depuis la nuit des temps, a surpris avec des choses formidables et qui vont, et tout d'un coup, changent la face du monde. Pourtant, sous le joug de la dictature. Laquelle des dictatures d'abord? Parce que peut-être qu'on va s'attendre à une autre, justement. Donc il va falloir... A priori, la révolution... Donc aujourd'hui, je pense, on s'est réjouis. Aujourd'hui, il y a lieu de s'indigner. On s'est réjoui un peu trop vite. Je pense que ce qui s'est passé maintenant, ce que les élections nous ont donné, va à l'encontre de ce qu'on voudrait. Alors, tout à l'heure, il a été dit que les Arabes ont tout essayé sauf l'islamisme. Non, ils n'ont pas essayé la démocratie, tout simplement. Et pourtant, c'est des élections, un taux de participation... sans précédent, 90% des Tunisiens sont allés voter. Mais c'est toujours... et enfin, est-ce que finalement, ils n'ont pas bien compris? Est-ce qu'ils sont assez mûrs pour la démocratie? C'est un peu le même discours qu'avaient les dictateurs auparavant. Je pense qu'effectivement, les islamistes existaient. Maintenant, le loup est sorti de la tanière, on le voit. Ils existaient du temps de Ben Ali, ils ont été réprimés. Ben Ali, c'était quoi? C'était un lion? C'était quoi? J'en sais rien, mais vous savez, le monde arabe, il y a beaucoup de tigres, de loups, de Assad et tout ça. Donc on peut toujours faire... la métaphore est là. Mais je veux dire, il y a plein de choses qui se sont passées pendant ces élections. Il faut dire, vous parliez de Marine Le Pen. C'est encore plus grave parce que Marine Le Pen n'invoque pas la loi du Christ. Et Marine Le Pen ne va pas à la chasse des électeurs en leur disant si vous votez pour moi, vous aurez un lot au paradis. Vous aurez une place dans le paradis. Et on a vu dans le reportage que maintenant, les démocrates et les modernistes, on ne voit que leurs mains. Ils parlent sous anonymat, c'est-à-dire
que ça commence ça, là-dedans. Donc, je dis juste qu'il faut voir aussi, les islamistes ont été très aidés. Ceux qui aujourd'hui en Occident disent oui, mais les démocrates n'ont pas travaillé comme les autres. Mais qui a aidé les démocrates? Qui a donné de l'argent pour les démocrates alors que les autres? L'argent vient des pays du Golfe, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il y a eu, dans le fonctionnement, la procédure même de l'élection, un forcing qui n'est pas démocrate auprès des islamistes. Christian Macarian, comment analysez-vous cette poussée islamiste? Écoutez, moi, au risque de surprendre, je suis étonné qu'on soit étonné. Oui. Parce que, au fond, et ça rejoint la conversation de nos trois amis ici présents, y compris l'excellente introduction, hélas trop courte, de Raleb Bencher sur la charia, nous connaissons l'islam ici, en Occident, au nord, on va dire, par commodité de langage, principalement à travers ce courant-là dit fondamentaliste. La charia provient de leur discours que nous avons importé dans notre langage et dans notre propre fantasmagorie qui nourrit nos propres craintes, nos propres frayeurs. Et nous avons raison d'être effrayés. Mais est-ce que c'est objectivement ainsi que les choses doivent être perçues? Moi, il me semble que si on bloque la caméra à l'instant T, on a évidemment un cliché effarant. Mais si on essaie de comprendre davantage en remontant aux étapes antérieures, tout ça apparaît assez logique. Et il n'y a pas de grande surprise. La logique, c'est que l'arabisme a échoué, et que l'arabisme a échoué notamment parce qu'après les guerres israélo-arabes, les Arabes ont perdu, et que ça a entraîné un recul, et que il y a eu une sorte de liquéfaction intellectuelle et même politique du monde arabe, et qu'à la place est monté ce fondamentalisme musulman, qui est une donnée de base de l'islam, puisque le prophète Mahomet n'a pas jugé bon d'instaurer une rupture entre l'ordre politique et l'ordre religieux, et que dans sa propre expérience de vie, au prophète, il y a eu une sorte d'exercice des deux pouvoirs dans la même personne. Et que c'est là, pour l'islam,